L'enjeu pour moi qui suis un économiste du travail, c'est le maintien du salaire pour les travailleurs. L'enjeu pour moi qui suis un économiste du travail, c'est le maintien du salaire. L'enjeu pour moi qui suis un économiste du travail, c'est le maintien du salaire pour les travailleurs. Et donc, en aucun cas, je ne peux approuver le délai ou voire même la suppression, puisque c'est annoncé comme tel aussi, des cotisations sociales dues par les employeurs, dont on voit bien le côté complètement irresponsable. Ces cotisations sociales, elles financent l'hôpital public en particulier. Ce qu'on veut, c'est qu'il crève l'hôpital public et que la pandémie ne soit pas enrayée. C'est ça l'objectif. Enfin, c'est d'une irresponsabilité absolue de proposer que le soutien des entreprises passe par le non-paiement des cotisations. C'est totalement irresponsable. Et il faut être, je ne sais pas, sur la lune ou vraiment au service du capital, comme l'est notre président, pour faire des propositions aussi aberrantes. Soutenir les entreprises, les PME, c'est décréter que les dettes d'investissement ne seront pas remboursées. Ça, oui. Là, on fait porter la responsabilité de la crise actuelle sur ses initiateurs, c'est-à-dire les marchés financiers. Et c'est tout à fait normal que ce soit eux qui soient mis en cause et que ce soit les remboursements des dettes que les entreprises ont contractées pour financer leur investissement qui ne soient pas honorés. Ça, oui. Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Quartier Général, de l'émission de Droits Citoyens. On est le 19 mars, il est, je ne sais pas l'heure, 21h06, et vous êtes en direct avec nous pour une troisième émission spéciale coronavirus ce soir. On va parler de l'intervention du premier sinistre. Oui, c'est ça. En tout cas, bonsoir à tous et à toutes. Alors, sachez qu'on est en service réduit, nous aussi, donc on n'a pas beaucoup de monde avec nous pour faire l'émission, donc soyez indulgents. Nous avons également André avec nous au téléphone qui doit nous entendre. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir André. Donc André qui va nous accompagner jusqu'à... on va voir, puisqu'on va commenter une vidéo dans un instant. Merci à tous et à toutes de nous rejoindre déjà sur Droits Citoyens, le média libre et citoyen. Sachez que si vous avez un problème de son et d'image, ça ne dépend pas de nous puisque vous êtes de plus en plus nombreux avec le confinement à être sur Internet et forcément les bandes passantes bug énormément, surtout si vous êtes sur ADSL. Donc, il faut savoir également que la web radio est accessible sur l'application mobile radio.fr et Orange Radio. Et vous recherchez Droits Citoyens en un seul mot. Donc, l'émission de ce soir, bien entendu, comme on l'a fait les deux précédentes, puisque c'est le numéro 3, c'est de relativiser et de faire un peu de décryptage. Ce soir, on va faire peut-être plus de décryptage que de relativisation. Peut-être on peut présenter André ou la laisser se présenter toute seule. Elle se présente toute seule, André? Ouais. Oui, elle se présente toute seule. Eh ben bonsoir, André Torigna, je suis enseignante, je suis confinée. J'essaie d'assurer la continuité pédagogique, on pourra peut-être en parler, je sais pas, parce que là aussi c'est intéressant. Voilà, je suis une insoumise aussi. Et tu étais candidate ou il y a de l'écho là? Oui, ouais. oui, j'ai été candidate pour les municipales. Pour la liste Santé la citoyenne. Ok. L'idée ce soir qu'on a eue avec Vincent, c'est de commenter l'intervention du premier sinistre. Moi, je répéterai tout le temps à chaque fois premier sinistre. D'abord, ça me fait marrer, et puis je pense que... L'écho, il est parce que André a mis le haut-parleur de son téléphone, certainement. Ah, c'est possible, ça. C'est ça, André? Non. Non. J'ai pas mis le haut-parleur, non. Okay. Alors, est-ce qu'on a encore de l'écho? J'ai pas le son de mon ordi. Peut-être. Ah oui. Oui, mais je sais pas si... Il faut couper le son de l'ordinateur. Ouais, ça y est, c'est fait. Ok. Alors, du coup, l'idée c'est qu'on regarde cette intervention ensemble et qu'on la décrypte. Moi j'ai regardé cet après-midi, voilà, on n'a plus du tout d'écho.
Nickel. J'ai regardé cet après-midi ce qui se passait à l'Assemblée nationale, parce que il me semble que c'est important quand même de surveiller un peu notre gouvernement qui a décidé de travailler par ordonnance. Et l'intervention du Premier ministre qu'on va regarder, il y a aussi Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, et Darmanin, ministre du budget, enfin je sais pas comment il s'appelle, on verra dans la vidéo, ils ont tous des titres à rallonge un peu bizarres. On est en état d'urgence en fait, hein, donc ils nous aggravent un peu la situation un peu plus à chaque fois. Donc là on est en état d'urgence, mais ne vous inquiétez pas, c'est un état d'urgence sanitaire, c'est pas un état d'urgence véritablement d'urgence. Enfin ils font des circonvolutions, on va regarder ça ensemble. Je vais lancer la vidéo, je pense, sauf si tu vois quelque chose à dire avant, André. Non. Toi qui as regardé un Je peu, vais tu la me découvrir disais. parce que je n'avais pas écouté. Ok. Tu as regardé quand même un peu l'Assemblée nationale cet après-midi. Ouais, le Sénat. Ouais, c'est ce que tu... Ok. Alors, on va lancer cette vidéo. Direction l'Élysée, le Premier ministre Édouard Philippe s'exprime à l'issue d'un conseil des ministres. Conséquences très graves sur la vie de la nation. À l'issue du Conseil des ministres qui vient de se tenir, le gouvernement va demander au Parlement de lui donner les moyens de faire face à l'urgence. J'ai présenté au Conseil des ministres qui vient de s'achever 3 projets de loi en ce sens. Un projet de loi d'urgence, un projet de loi de finances rectificative, qui sera présenté par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics, et un projet de loi organique très bref, qui vient compléter le projet de loi d'urgence dans un domaine relevant de la loi organique. Ces dispositions visent d'abord à protéger les populations de l'épidémie. Elles visent ensuite à prendre les mesures économiques et sociales exceptionnelles requises par cette situation elle-même exceptionnelle. Elles visent, en troisième lieu, à nous donner les capacités d'adapter nos règles de droit de façon très provisoire pour tenir compte de la situation très particulière engendrée par l'épidémie et qui bouleverse les relations économiques ou administratives, individuelles ou collectives. Elles visent enfin à tirer les conséquences de l'impossibilité d'organiser dans de bonnes conditions le second tour des élections municipales dimanche prochain. Et je voudrais commencer par cela, le titre premier du projet de loi d'urgence. Alors, je vous propose de commencer par faire une petite pause à cet endroit-là. On va repartir assez rapidement. Il a donné le menu. Voilà le menu. On va changer les lois, on va changer le droit. Et il donne le plan. Donc, la première partie, celle qu'on va regarder très rapidement, c'est la partie sur les élections municipales et le report, ce qui en soi est discutable. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont... On a vu un article du Monde aujourd'hui, je ne sais pas si tu as vu ça, André. A priori, la constitutionnalité du report des élections est mise en doute. Voilà, Oui. parce qu'une élection municipale à 2 tours... Il ne faut pas qu'il y ait plus de 3 mois entre les 2 tours. Je ne sais même pas si c'est pas juste une semaine, hein. Moi, ce que j'ai lu, c'est un package d'une semaine sur l'autre. Il se passe une élection. C'est une élection à 2 tours, mais c'est une seule chose. En tout cas, la constitutionnalité est mise en doute dans un journal sérieux, paraît-il, comme Le Monde. Donc voilà, c'est pas des trucs de complotistes et d'énervés extrême gauche. Ouais. Non, attends, je précise. Ouais. C'est moi ce que j'ai entendu, c'est le Conseil constitutionnel qui a donné son avis. Ah d'accord, ça j'avais pas entendu ça. Ouais, Ok. j'ai entendu ça, ouais. Et tu sais s'il y a une réaction quelconque du gouvernement? Ils s'en foutent? Ils font comme d'habitude? J'ai entendu ça ce soir aux infos. C'était juste une déclaration du Conseil constitutionnel qui disait qu'il ne pouvait pas y avoir plus de 3 mois entre les 2 tours. Ok, il disait 3 mois quand même, d'accord. Si c'est le 21 juin, par exemple, si c'est le 21 juin, ben, ça fait plus de 3 mois, c'est pas possible. Parce que c'était la date qui avait été donnée. Ils sont quelconque du gouvernement? Ils s'en foutent? J'ai entendu ça ce soir. Je suis désolé, c'est moi. Ah. Je vais juste en profiter, André et Nicolas, parce que comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on est en service réduit, donc on va avoir un peu de problèmes techniques, mais on va essayer de faire en chose que l'émission se déroule convenablement, c'est-à-dire que si vous avez des commentaires à laisser sur Facebook Live, n'hésitez pas, on va en prendre connaissance et on va les lire.
si vous avez des réactions à faire, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le droit citoyen, c'est le média libre et citoyen, c'est-à-dire que vous avez également autant la parole pour intervenir à l'antenne. Nickel, merci Vincent. On va peut-être lancer la suite de la vidéo. Du coup, on a les données, on a plus d'infos que ce qu'il avait lui à ce moment-là, et c'est pas mal. On a un peu d'avance pour une fois. Ouais. Allez, on regarde. Organise le report du second tour des élections municipales. Les conseils municipaux élus au premier tour, et dans notre pays, c'est le cas dans plus de 30 000 communes sur 35 000. Ces conseils municipaux sont évidemment élus et pourront prendre leurs fonctions. Dans toutes les communes où le premier tour n'a pas permis d'élire l'ensemble du conseil municipal, le projet de loi fixe au mois de juin la tenue du second tour, sous réserve bien entendu que l'épidémie ait été suffisamment contenue d'ici là, pour que nous puissions le décider avec le préavis indispensable au bon déroulement des opérations électorales. Le gouvernement remettra un rapport au Parlement à la mi-mai 2020. Si, à la mi-mai 2020, nous concluons que l'épidémie rend impossible l'élection en juin, nous reviendrons devant le Parlement pour décider des mesures à prendre. Le projet de loi, je voudrais juste en dire un mot très rapidement, propose également des règles pour clarifier le cas des communes de moins de 1000 habitants. Il y en a évidemment beaucoup dans notre pays, où il peut arriver que des candidats aient été élus dès le premier tour sans que le conseil municipal soit complet, et les règles relatives au fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale jusqu'au second tour. Sur ces points, nous serons bien évidemment ouverts aux amendements des assemblées en recherchant le plus grand consensus. J'ai eu l'occasion de l'indiquer au président du Sénat comme au président de l'Assemblée nationale. Un mot peut-être pour dire que ces sujets peuvent sembler accessoires à certains dans le cadre d'une crise sanitaire. Ils ne le sont pas. D'abord parce que la démocratie n'est jamais accessoire, et ensuite parce que le rôle des élus locaux dans la gestion de cette crise sanitaire et dans l'accompagnement de nos populations, que ce soit sur le plan économique, social, sera évidemment central et premier. Il est donc nécessaire de faire toute la clarté et toute la solidité juridique sur la situation des élus. Les inquiétudes se sont exprimées, je les ai entendues, je veux rassurer les élus. Le projet de loi permettra également, grâce à des ordonnances, de tenir les conseils municipaux ou communautaires avec un formalisme minimal et de favoriser la continuité à chaque fois que nécessaire. Enfin, je le dis en un mot, l'ordonnance décidera aussi de l'organisation et des conditions d'organisation de la campagne du second tour, permettra le remboursement des frais de campagne du premier tour, comme c'était prévu, afin de faire en sorte que la démocratie ne soit ni interrompue ni fragilisée. Le titre 2. Alors, voilà, foutage de gueule maximum. Hein. Je sais pas, non, j'ai un problème de cam. Je sais pas dans quelle mesure il faut expliquer, on va expliquer un petit peu quand même. Gouverner par ordonnance, on en a déjà un peu parlé, je crois, dans une des deux précédentes émissions. Gouverner par ordonnance, en fait, c'est pas démocratique. Hein. Et le mec vient de finir la main sur le cœur en disant mais bien sûr, il se présente en grand protecteur de la démocratie. Moi, je trouve ça mais scandaleux, en fait. Ça m'énerve passablement. Ouais, il dit même la démocratie n'est pas accessoire. Et ça, franchement, c'est carrément révoltant parce que depuis plus d'un an, on voit que la démocratie est complètement accessoire pour eux. Hein. Il y a des milliers et des milliers de gens qui descendent dans la rue depuis plus d'un an. Ils s'en foutent. Donc là, tout à coup... Mais c'est assez dur d'entendre quand même que la démocratie, c'est accessoire. C'est pas ce qu'il dit, Pardon ? il dit l'inverse. C'est l'inverse ? Il dit, Ah bah oui, il dit l'inverse. la démocratie n'est pas accessoire. Il a dit. Pardon, excusez-moi. Ouais. Et oui, il se présente en grand défenseur de la démocratie, alors qu'il est en train de parler, de défendre la démocratie par ordonnance. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, mais c'est juste hallucinant. Enfin, je sais pas s'ils nous prennent pour des cons, ou s'ils le sont, en fait, ou s'ils le sont, en sa fait. vision, en fait. Pour lui, la démocratie est devenue accessoire. Et non, il dit l'inverse. Oui, ça, mais... c'est le problème de la dérive orwellienne du langage, Vincent. Hein. On dit l'inverse de ce qu'on fait. Oui, hein. tout à fait. Oui. Puis bon, voilà, c'est un gouvernement qui, depuis quasiment le début, montre qu'il n'est pas du tout respectueux de la démocratie. Donc, pourquoi on le croirait maintenant c'est assez hallucinant, en effet. Et puis, par rapport à ce premier volet qui concerne les municipales, une ordonnance qui permettrait de réunir les conseils municipaux, mais de manière restreinte,
Est-ce que ça aussi, c'est vraiment démocratique? Non, je crois pas, non. Mais ça, t'as peut-être plus de connaissances que moi pour expliquer un peu mieux, ouais. Non, mais bon, le premier conseil municipal, il est quand même très important parce qu'il doit justement élire le maire. Il doit désigner toutes les commissions, toutes les délégations. Donc, si un conseil municipal se réunit de manière restreinte, je vois pas comment toutes ces formalités qui sont effectivement des formalités, parce qu'en général les équipes qui ont été élues, elles savent déjà avec l'ancien système, qui n'était pas celui que nous défendions à Santé-la-Citoyenne, mais donc avec l'ancien système, tout le monde sait qui est qui va devenir qui dans le conseil municipal. Mais enfin bon, le faire de manière devant un conseil municipal restreint, c'est carrément pas possible. C'est pas du tout démocratique. Et non, pourtant, il se présente en grand sauveur de la démocratie. Voilà. Et ouais. Ouais. Et sur le report des élections, je pense qu'on peut peut-être remettre une petite couche sur ce qui s'est passé à Saint-Étienne, en tout cas au moins, puisque toi tu l'as vécu, hein, pour ne rien cacher à personne. Moi, je suis plutôt pour la transparence. Tu étais sur une liste, la citoyenne tête de liste. Moi, j'étais aussi sur cette liste. Donc, c'est bien de le dire. Voilà. Ben, on a pu analyser les résultats là, bureau par bureau. Okay. Ça a été publié là dans le Progrès, donc moi je me suis penchée un peu sur la question. Il y a quand même des bureaux de vote dans les quartiers populaires, essentiellement, où il n'y a eu que 20% d'abstention. 20% de participation, pardon. Ouais. Donc ça veut dire 80% d'abstention. En général, c'est ce qu'on suspectait déjà. Hein. Ouais. Voilà, sur toute la ville, déjà il y a eu près de 70% d'abstention, mais dans certains quartiers, les quartiers populaires, les gens se sont pas du tout déplacés parce que il y a eu la peur justement. Il y a eu la peur, il y a eu de toute façon c'était un peu compréhensible que les gens se déplacent pas. Quand on te dit la veille que le samedi on te dit que le lundi toutes les écoles vont être fermées, qu'il va falloir rester chez soi, mais quand même on te dit le dimanche d'aller voter, c'est quand même un peu ubuesque. Donc moi je comprends tout à fait que les gens se soient pas déplacés. Ouais, oui. Si on est logique jusqu'au bout. On te dit qu'il y a un virus qu'on est en guerre, etc. Mais on te demande d'aller voter. Mais ce qui est bizarre dans tout ça, c'est il y a aucun média qui a lancé un sondage pour sonder justement les citoyens, à savoir si après le premier tour, à savoir ce qu'ils en pensaient justement de cette élection du premier tour, si eux ils considéraient qu'il fallait le maintenir ou pas. Au vu des résultats. Ouais. J'ai pas vu de sondage. Non, il y en a pas eu. Mais il y a quelques petites données en tout cas. Ouais, pour redire ce que tu disais, André, il y a vraiment une participation différenciée à Saint-Étienne. On a 20% d'abstention sur les quartiers populaires, 40%. 20% de participation. Dis donc, moi je bug aussi. On est contaminé par la dérive orwellienne. On dit l'inverse des choses. Et 20% de participation dans les quartiers populaires, 40% dans le centre-ville. Et la question que pose Vincent, je ne sais pas si est-ce qu'il faut passer par un sondage ou. Non, mais en général, les médias sont habitués à faire des sondages. Et là, il n'y en a pas eu. Ah non, oui, non, ça c'est sûr. Mais est-ce que on peut considérer que à Saint-Étienne, c'est une élection qui tient la route à 30% de participation? Qu'est-ce que ça veut dire la démocratie à 30% de participation? Moi, je t'en avais parlé, André. Moi, je pense que la liste qui sera élue, qu'elle soit de droite, de gauche, n'importe quoi, si elle a dessous de, je sais pas comment le dire, j'allais dire d'amour propre, mais c'est pas ça, c'est de décence, quoi. En fait, ils vont proposer leur démission dans l'année pour dire on refait des élections l'année prochaine, parce que ces élections-là, ils sont pas sincères. Je crois pas, Nicolas, parce qu'en fait, ça fait quand même déjà plusieurs années qu'on est dans ce système-là, où les élections sont pas du tout représentatives de la démocratie, parce qu'elles ont des taux d'abstention, peut-être pas aussi élevés que ce qu'on a connu pour les municipales, mais qui ont quand même des taux d'abstention très très forts. Donc je crois que finalement on s'habitue à ça. Quand je dis on va dire la majorité des gens s'y habituent ou s'y habituent pas, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'abstention. Mais en fait, personne ne remet en cause le système de la Ve République. Les élections municipales,
C'est quand même celle où il y a un taux de participation assez élevé, la deuxième juste après les présidentielles. Alors, Oui. à Saint-Étienne, c'est pas le cas parce que c'est dans les campagnes que le taux de participation est vraiment très élevé. À Saint-Étienne, la dernière fois, on était sur du 50 et des bananes, je crois. Ouais. Mais on pouvait C'était espérer. déjà pas beaucoup quand même. Hein. Bon, c'était déjà pas beaucoup, mais beaucoup, hein. en fait, la dynamique qui a été relancée aux européennes, moi, dans mon analyse, c'est suite au mouvement des Gilets jaunes, les gens ont eu envie de se saisir de leur bulletin. Il y a eu plus 9% de participation aux européennes, qui est une des élections les plus délaissées. Donc, on pouvait escompter un plus 10 sur les municipales. Donc, le différentiel à Saint-Étienne, il est de 30%, moitié moins, en fait. Et tu vois, donc ils ont vraiment sabordé ces élections, délibérément ou par incompétence, peu importe en fait, à la limite on s'en fout. Mais en tout cas, elles ont été sabordées quoi. Et ils prennent pas la mesure du problème démocratique que ça pose là dans le report qu'ils prononcent en fait. Mais en fait, moi, je crois que ça les laisse indifférents. Hein. Ils avancent, ils ont des objectifs, ils avancent. Voilà, ils continuent à rouler avec le rouleau compresseur là, et puis je pense qu'ils peuvent pas mesurer les effets que ça pourrait produire contre eux. Non, parce qu'ils n'ont pas le logiciel pour voir. En fait, ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Bon, on va peut-être regarder la suite parce que justement, il continue à dérouler. Malgré le fait que notre bon président, petit père des peuples, ait décrété la fin des réformes, notamment celle des retraites, une fin toute temporaire puisqu'il la repousse de 5 mois, je crois, si j'ai bien compris, je ne me rappelle plus. Voilà, donc il repousse la réforme quand même. Hein. Il a fait une petite concession, et là, ils embrayent sur l'économie, hein, il me semble. On va voir la suite. On va écouter, du projet de loi instaure par ailleurs un dispositif d'état d'urgence sanitaire. Il nous est apparu nécessaire d'intégrer dans la loi les enseignements de la gestion de la crise depuis 3 mois et en particulier l'organisation qui a été mise en place dans l'urgence pour permettre un éclairage scientifique des décisions publiques ainsi que leur transparence vis-à-vis tant de la représentation nationale que des Françaises et des Français. Le projet de loi met en place un régime juridique donnant des bases juridiques claires et solides et en même temps encadrées à de telles mesures. Il s'inspire dans son déclenchement et dans son déclenchement seulement de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. Déclaration par un décret en Conseil des ministres, prorogation au-delà de 12 jours par le Parlement et par lui seul, qui peut ainsi exercer son contrôle démocratique. Bien entendu, le parallèle s'arrête là, puisque la nature des mesures à prendre est évidemment très différente. Il ne s'agit pas d'autoriser des perquisitions ou de prononcer des mesures individuelles restrictives de liberté. Il s'agit de prendre des mesures générales pour faire face à une épidémie qui deviendrait généralisée. Toutes ces mesures, et notamment leur caractère proportionnel, pourront être soumises au juge qui pourra évidemment, c'est indispensable, exercer son contrôle sur les actes pris en la matière. Et pour souligner la nature sanitaire de ce nouveau régime, nous n'avons pas inscrit le nouveau dispositif dans la loi de 1955, c'est-à-dire la loi sur l'état d'urgence, mais bien dans le Code de la santé publique. En réalité, il s'agit d'affermir le fondement d'affermir les bases légales sur le fondement desquelles nous prenons les décisions pour gérer cette épidémie. Jusqu'à présent, cette base légale était contenue dans l'article L3131-1 du Code de la santé publique, lequel a essentiellement pour objet de prévenir, d'autoriser le pouvoir réglementaire à prendre des mesures pour prévenir la survenue des épidémies. Or, chacun comprend bien que nous sommes au-delà de cet article désormais, puisque épidémie il y a, et que nous devons donc faire en sorte que les décisions nécessaires qui sont prises et qui pourraient être prises puissent l'être sur le fondement d'une base juridique solide et sur le fondement d'une base juridique qui prévoit, en tout état de cause et à tout moment, le contrôle du Parlement. Le titre 3 du projet. Alors, on va s'arrêter là sur le titre 2, hein, comme ils l'ont découpé eux-mêmes. Donc on continue dans l'hallucination totale. Hein. Alors on nous rassure, moi je trouve pas ça ultra rassurant. Hein.
C'est pas des perquisitions, mais c'est pas général. Alors l'épidémie, du coup, au début, je sais pas si vous avez noté, hein, mais elle est au conditionnel, hein, au cas où il y aura une épidémie. Puis à la fin, par contre, il y en a bien une, hein, une fois qu'il a déroulé les mesures dérogatoires à la démocratie. Le juge dont il parle, moi je sais pas trop c'est qui ce juge, hein, parce qu'après ensuite, il parle pas du juge, il parle du Parlement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait un contrôle du Parlement, mais le juge, qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans? Je sais pas, hein. Et alors, ce qui m'avait surpris, j'avais oublié, parce que je l'ai regardé déjà la vidéo, mais il parle lui-même d'un nouveau régime. Ah ben ça y est, c'est un régime, c'est plus la démocratie. Bizarre. Ben oui, Hein. c'est le régime d'état d'urgence. Ben oui, non mais tu sais, nous on parlait de régime, enfin moi en tout cas je parle de régime depuis un petit moment, parce que pour moi c'est pas la démocratie, c'est un régime, comme on dit. Oui. Ah, tu vois. Mais ça y est, ils emploient le vocabulaire maintenant. Et c'est un régime, mais on trouve un moyen de faire passer la pilule. Alors je sais pas comment ça peut passer, hein, parce que et puis alors après les bases légales de la démocrature, je sais pas, qu'est-ce que c'est. Alors le code de la santé publique, on technicise le débat, hein, voilà, on balance des trucs techniques. C'est pour prévenir, mais là, il y a déjà une épidémie. Alors voilà, l'épidémie qui était au conditionnel au tout début, ça a duré quoi là? On a écouté 2 minutes, un truc comme ça. En 2 minutes, l'épidémie, elle est passée du conditionnel au présent. Comprends pas. Ouais, ça j'ai pas fait attention à cette histoire de conditionnel. On va faire quand même Mais, un petit coucou à ceux qui nous suivent sur Facebook Live, notamment Karim qui dit allez Nico. Et il y a Pili Zoé qui nous fait un petit bonsoir, et Gilles Charles et Amjad, un de nos anciens stagiaires. Salut Amjad et vous tous qui nous regardez, parce que bien entendu cette vidéo elle est partagée sur pas mal de groupes, et merci à Pili pour le community manager à distance, puisque comme je vous l'ai dit on est en service restreint et on fait avec les moyens du bord ce soir pour faire une émission de qualité en tout cas. Merci à tous de nous rejoindre en direct. Vas-y André, t'avais un truc sur le cœur. Oui, parce que en fait, moi, ce que je pense qu'il aurait dû préciser, c'est quelles sont justement les préconisations juridiques qu'il veut intégrer dans cet état d'urgence, parce que on pourrait les deviner. Enfin, maintenant, concrètement, on les voit, c'est-à-dire que il y a les autorisations de sortie, le contrôle qui peut être fait sur les gens qui se baladent avec ou sans autorisation, autorisation valable ou pas, etc. Tu as vu ça, le contrôle différencié? Il y a quelques vidéos qui ont tourné sur Facebook. Ouais, j'ai vu. Hein, dans les quartiers populaires, c'est pas la même. Hein. Ouais, bien sûr. Mais là, en fait, il ne dit rien. Et moi, je trouve que ça manque, comment dire, pour un gouvernement qui n'arrête pas de parler de pédagogie, etc., il aurait pu citer quelques exemples de manière à ce que les gens comprennent déjà de quoi il s'agit. Peut-être qu'il faut effectivement des mesures exceptionnelles à une situation exceptionnelle, mais bon sang, tu déclines un peu, tu expliques. Là, il y a aucune explication. On entend l'état d'urgence. Bon, même si après il y a l'adjectif sanitaire qui vient après, c'est quand même pas très rassurant, quoi, tout ça. Alors que, voilà, il me semble qu'il aurait pu donner quelques exemples, de manière peut-être à faire mieux passer la pilule. Je sais pas. Ah, mais tu voulais plus d'enfumage encore, toi, André? Je comprends pas, là. Non, ce que je veux dire, c'est que, bon, voilà, il aurait pu donner des exemples, parce que là, on entend état d'urgence, on ne sait pas du tout ce que c'est. Et franchement... Surtout qu'en général, état d'urgence, c'est un mot qui fait peur. Hein. Ouais, c'est un mot qui fait peur. Alors t'as déjà l'épidémie, voilà, ça fait peur. Donc les gens qui écoutent, qui sont pas du tout, qui sont pas des spécialistes, comme tu disais, Nicolas, ça devient un discours de spécialistes. Donc ça laisse encore une fois de plus les gens dans l'incompréhension, dans la peur, dans la panique. Il y a rien de rassurant. Alors je sais pas si ça panique les gens, ça nous panique nous qui sommes au courant. Je suis pas sûr. C'est fait pour être rassurant. Il y a des gens, alors c'est des sondages, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais il y a une proportion, même avant les attentats, même avant cette urgence épidémique, il y a une proportion non négligeable de la population française qui demande un pouvoir fort et qui est pas très attachée aux valeurs démocratiques. Ça nous inquiète nous. Je suis pas sûr que ça inquiète tant de gens. C'est pour ça que c'est important de faire le décryptage aussi et de dire pourquoi c'est inquiétant. Tu vois.
Oui, mais il me semble quand même, si tu veux, que justement, l'état d'esprit de la population a changé depuis Charlie. Quand on a Possible, eu ouais. l'état d'urgence par rapport au terrorisme, et aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé depuis, les gens, ils sont, il me semble quand même un peu plus avertis, un peu plus, ils arrivent mieux à décrypter peut-être le discours politique des gouvernants. Et je suis pas sûre qu'ils soient dans le même état qu'au moment de Charlie. Ça dépend des Parce que je sais catégories. pas si, Ça si dépend vous des vous catégories. souvenez, hein, mais Mm. pour l'état d'urgence par rapport au terrorisme, ça avait Ouais. fait une grosse polémique et même dans les milieux de gauche, comme on dit, il avait été assez facilement accepté. Hein. On n'était pas nombreux Ah oui. à s'être opposés à cet état d'urgence. Hein. Moi, je me rappelle avoir eu des discussions, même au sein de mon syndicat, des discussions très vives parce que j'étais contre et Ouais. voilà. Même proportion. Et que- Même proportion. Moi, ouais. ça m'a frappé. 93% des gens à l'époque étaient pour la déchéance de nationalité. On est 93% à être pour le confinement sans réfléchir. Tu vois, je veux pas dire qu'il faut être contre le confinement, mais c'est quand même bien dans une démocratie de discuter. Est-ce que c'est la meilleure Oui. option, etc. Il y a des médecins qui discutent Ouais. cette chose-là, Ouais. tu vois. Donc, mais on peut même pas en parler en fait. Et là, on peut pas le mettre sur la couenne du gouvernement. Enfin, je veux dire, hein, on est nous en tant que société dans la panique. Alors ça, on peut le reprocher au gouvernement de nous mettre dans la panique. Hein, encore une fois, par cynisme ou par incompétence, à vous de choisir. Mais cette panique nous met dans un état où on questionne plus, on n'a plus les questions de simple bon sens. En Corée, par exemple, ils n'ont pas décrété le confinement. Alors bon, moi c'est ce que dit un peu le professeur Raoult dont on a passé la vidéo hier. J'en ai regardé une autre qui est vachement plus alarmiste, qui a été diffusée par le média, que je trouve pas très rassurant ces derniers temps là. Mais on a passé la petite vidéo de Bernard Friot qui est ils font du très bon travail par ailleurs. Là, sur rassurer les gens, je les trouve moyens quand même. N'empêche qu'ils ont passé, une vidéo où on voit 4 médecins qui sont en visioconférence et tout. C'est pas censé, je sais pas comment ils sont procurés ce truc-là, hein, mais bon. Alors ils expliquent que en Corée, ils avaient un cluster particulier lié à une secte avec 4000 personnes et qu'ils ont pu gérer le non-confinement. Voilà, mais on aimerait avoir ces débats rationnels là, dire, ben oui, mais nous on fait quand même le confinement parce qu'on n'a pas un cluster en particulier contre lequel on pourrait lutter, diagnostiquer. Donc moi, si j'ai bien compris, et je suis pas médecin, moi j'aimerais entendre des médecins débattre de ce truc-là, des experts, mais ils en débattent pas, quoi. Tu vois. Ah oui. Mais bon. Voilà, je sais pas si tu as d'autres choses à dire sur cet état d'urgence là. Non, non. Ouais. La suite va être intéressante. La suite, c'est l'économie. Ouais, je pensais que c'était l'économie avant. Ouais. La suite, c'est l'économie. Ensuite, on a Bruno Le Maire et Darmanin, je crois, qui nous parlent d'économie. Mais je sais pas, on va regarder. On va redécouvrir ensemble. De loi est relatif aux mesures d'urgence économique et d'adaptation de notre cadre juridique aux conséquences de la propagation du virus. Je l'ai dit en introduction, la situation que nous connaissons est sans précédent. Jamais le pays n'a été confiné sur tout le territoire pour une durée aussi importante. La vérité, c'est que nous ne connaissons pas aujourd'hui toutes les mesures que nous aurons à prendre pour tenir compte des effets du confinement sur notre pays. Le gouvernement va donc demander au Parlement de l'habiliter à prendre des mesures par ordonnance dans de nombreux domaines. Ces mesures sont d'abord celles annoncées par le président de la République lors de ses 2 interventions devant les Français, des mesures économiques comme le soutien à la trésorerie des entreprises, l'aide directe ou indirecte aux entreprises, ou le sursis aux facteurs d'eau et d'électricité pour les TPE. Des mesures d'organisation du travail pour favoriser et indemniser le chômage partiel, dispositif d'activité partielle, et éviter les licenciements. Des mesures pour faciliter la garde des enfants dans le contexte de fermeture des structures d'accueil du jeune enfant. Des mesures pour les personnes en situation de handicap, permettant y compris les réquisitions des professionnels du secteur. Le président de la République a en effet demandé qu'une attention très particulière soit portée à nos compatriotes les plus fragiles. C'est en ce sens qu'il est aussi sursis aux expulsions locatives en repoussant la fin de la trêve hivernale. Mais il y a aussi une autorisation du gouvernement à prendre par ordonnance des mesures qui, en vérité, sont des mesures de bon sens. Des mesures allégeant, par exemple, le droit des sociétés
comme la simplification du droit des procédures collectives ou des tenues d'assemblée générale de toutes sortes, y compris de syndics de copropriété. Diverses mesures de nature administrative ou juridictionnelle pour adapter les délais légaux ou les règles de procédure, pénale à peine de nullité. Chacun, évidemment, s'offusquerait à juste titre de perdre des droits ou de voir des situations juridiques indûment modifiées parce que les délais prévus par la loi ne pourraient pas être respectés. Il faut donc pouvoir les suspendre de façon à ce que les effets du confinement ne soient pas dommageables pour les droits de nos concitoyens. Il y aura aussi des dispositions pour assurer la continuité du fonctionnement des organes des collectivités territoriales. Les régions, les départements, les communes doivent pouvoir prendre des décisions et ne pourront pas se réunir dans des conditions normales qui correspondent au texte. Il faut donc là aussi leur permettre souplesse et réactivité. Enfin, dans les mesures que je viens d'évoquer, nous prorogeons de manière générale de 4 mois tous les délais pour prendre des ordonnances prévues dans des lois déjà votées. Il s'agit là encore de permettre au Parlement, au gouvernement de fonctionner dans une période de confinement qui est évidemment un peu délicate à gérer. Nous sommes bien là, je le dis, dans une démarche. Alors j'arrête ici, parce que ce qu'il vient de dire là, c'est juste hallucinant. Je ne sais pas si vous avez noté, mais ils vont prolonger de 4 mois les délais des ordonnances déjà votées. Hein, vous avez compris, hein, les délais des ordonnances déjà votées. Ils vont les prolonger de 4 mois. Déjà, les ordonnances, c'est pas démocratique. Donc les mecs, ils ont dit, ouais, on arrête la réforme des retraites. Mais de quelles ordonnances ils parlent? Les ordonnances sur la réforme des retraites, qui viennent de voter, là, à mon avis. Hein. Je sais pas de quelles ordonnances ils parlent. À mon avis, il y en a un paquet. Hein. Je sais pas, André, si tu sais. Je sais pas. Non, je sais pas. Par rapport aux retraites, je sais pas s'il y avait des choses qui avaient été votées, puisque donc comment dire, avec le 49.3, c'est vrai que c'était en première lecture. Ils ont retiré le texte. Après, ils ont représenté un texte, mais qui incluait des amendements de certains groupes parlementaires. Et je crois qu'il n'y a pas eu d'ordonnance. Enfin, j'en sais rien. Bon, oui, tu as raison, ça ne doit pas être les retraites. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même choquant, en fait. Hein. Je veux dire, ils prolongent de 4 mois des ordonnances que c'est déjà pas super démocratique. On y limite dans le temps, parce que je le rappelle, je l'ai rappelé hier, je crois, la séparation des pouvoirs législatifs exécutifs, c'est la base de nos démocraties représentatives, qu'on a tendance à trouver collectivement maintenant pas assez démocratiques, hein, les démocraties représentatives. Donc c'est déjà pas démocratique par rapport à un truc qui l'est très moyennement. Je sais pas si c'est clair, mais bon, sinon j'ai noté 2-3 trucs. Il y a plein de trucs qui sont choquants là-dedans, parce que bon, par exemple, il explique qu'ils vont s'occuper des plus fragiles. Ici à Saint-Étienne, il a fallu quand même que le collectif pour que personne ne dorme à la rue se batte, monte au créneau pour obtenir des logements pour les sans-abri et pour les réfugiés. C'est chez eux les plus fragiles. T'as entendu la phrase, hein, c'est on sursoit aux expulsions locatives pour se protéger les plus fragiles. D'accord ? Oui, mais il y a plein de gens qui dorment à la rue. Pour eux, les plus fragiles, c'est des gens qui sont déjà dans des apparts. Tout le reste, ça existe même pas dans leur monde, en fait. Bien sûr, parce qu'on parle beaucoup de confinement et bon voilà, t'as des familles roms à Saint-Étienne qui sont à la rue, on leur demande de rester confinés où ? Sous les ponts, dans leurs tentes Voilà, il y a des hôtels, Bien sûr. J'ai entendu ça quand même, je sais pas dans quelle ville, il y a des hôtels qui ont été mis, qui d'eux-mêmes ont donné mis à disposition des chambres pour des gens comme ça qui n'ont pas de toit. À Saint-Étienne, ça se fait pas, quoi. Donc, je te dis, le collectif pour que personne ne dorme à la rue, là, est monté au créneau à plusieurs reprises pour essayer de trouver des solutions. Voilà, donc franchement ça fait rigoler. Enfin, ça fait rigoler. Sur l'enfumage, il le fait dans le bon sens, hein, tu vois. On ne sait pas tout. Le mec, il dit, on ne sait pas tout. Du coup, genre, je suis humble, je sais pas. Enfin, tu vois, il y a un côté un peu comme ça. Du coup, ça justifie les ordonnances. Hein. Comme on sait pas tout, du coup, on n'a pas le temps de légiférer. Hein, fuck la démocratie. Du coup, nouvelles ordonnances. Ensuite, il parle de ce qu'on parlait, là, les plus fragiles. Et puis après, il parle d'alléger le droit des sociétés, tranquillou. Mais tu vois, là, il prend des exemples. Hein. T'en voulais des exemples. Il augmente l'enfumage, hein. Les syndics, les trucs comme ça. Et il glisse tout doucement vers les délais légaux et procédures pénales. Tu sais ce que ça m'a inspiré, moi, là ? J'y ai pensé, j'y avais pas pensé en première vue. Mais il se fout de notre gueule. Et la grève des avocats ?
Je dirais, elle était déjà à l'arrêt, la justice. Et il fait comme si ça n'existait pas. Et même, en fait, Eh ben, et là, non, ça, dans ça, ce qu'il ça, dit, ça, ça dans ce qu'il n'existe dit, pas là, parce que oui. j'ai vu une déclaration de Benjamin Hamar, je sais pas si tu vois qui c'est. Non, C'est un responsable de la CGT ok. qui intervient souvent sur les plateaux télé et qui expliquait que, je crois que c'est la semaine prochaine, il y a 2 syndicalistes Ah si, je vois qui c'est, ouais. Ça y est. qui Ouais. doivent paraître devant le tribunal. Parce qu'ils ont été arrêtés et je sais pas ce qu'ils ont Et fait. du mais coup, on donc, va les dans juger, le eux, cadre, ouais. ouais, dans le cadre des mobilisations contre la réforme des retraites, ils ont été arrêtés, placés en garde à vue, ils doivent passer devant la justice la semaine prochaine et ça, c'est pas reporté. Hein. Ok. Non, par contre, ils vont Voilà, reporter les procédures pénales, etc. La grève des avocats, au final, ce qu'il dit à mot couvert, en fait, quelque part, c'est que les avocats, ils étaient dangereux pour la justice, quoi. C'est leur notion de la démocratie, quelque part. Bon. Ouais, bien sûr. Ouais. Bon, bah, on a bouclé sur ce qu'il a Tout dit. va bien, Que... tout va bien. Ouais. On remet la suite. Allez. Tout à fait exceptionnel, qui vise soit à mettre en place des mesures transitoires extrêmement fortes, soit à suspendre des mécanismes juridiques qui n'ont plus de sens dès lors que les déplacements de nos concitoyens sont strictement limités. Ces mesures auront bien évidemment vocation à ne pas se prolonger au-delà de la période d'épidémie. Je termine en revenant sur les sujets strictement économiques. La crise sanitaire exceptionnelle traversée actuellement par la France affecte profondément l'activité économique du pays. Le cadre fixé par le président de la République est clair. Quoi qu'il en coûte, soutenir nos entreprises, soutenir les salariés français, soutenir les indépendants, soutenir les emplois, les actifs, aider les plus vulnérables. La solidarité nationale doit jouer à tous les niveaux pour en limiter les conséquences, tant pour les entreprises que les salariés, et permettre à l'économie française de surmonter ce moment difficile. Je voudrais, avant de passer la parole à Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, qui vont vous présenter le projet de loi de finances rectificative qui accompagne le projet de loi d'urgence, indiquer que j'ai tenu ce matin, avec l'ensemble des organisations syndicales et patronales, une visioconférence qui nous a permis d'évoquer le contenu des dispositions qui sont présentées dans les 2 projets de loi que je viens d'évoquer, qui nous a permis aussi d'échanger des informations sur les messages à faire passer, les mesures à prendre pour faire en sorte que les travailleurs, les entreprises puissent être mieux informés du régime que nous venons de décider et des effets de ce régime. J'ai indiqué aux organisations syndicales et patronales, et je voudrais saluer leur sens des responsabilités et leur sens de l'intérêt général et de l'union nationale, j'ai indiqué aux organisations syndicales et patronales que nous organiserions à échéance très régulière de telles rencontres, non pas physiques, puisque nous respectons évidemment chacun les consignes qui sont passées, mais au moins par audioconférence ou visioconférence, de façon à ce que le travail, avec les organisations syndicales comme ce matin, avec les régions, comme ça a été le cas hier après-midi, puisse se poursuivre en bonne intelligence et dans le souci de servir les Françaises et les Français. Je vous remercie, je passe la parole à Bruno Le Maire. Bon, on va peut-être recommenter un petit peu. D'ailleurs, en parlant de commentaires, Vincent vient de me dire que vous pouvez commenter si vous avez des questions, si vous avez des remarques, etc. Vincent, qui est décidément vraiment multitâche, il arrive à faire la vidéo, la technique, et il va avoir le temps de lire vos commentaires. Je fais ce que je peux. Ouais, mais tu t'en sors bien, bravo. Merci en tout cas à Renaud Choma qui nous a laissé un petit message et qui confirme justement que pour lui, c'est un enfumage médiatique et autres. Pour l'instant, vous êtes quelques-uns, vous êtes pas mal à nous écouter et à nous regarder sur Facebook Live. Donc sachez que si la vidéo a été partagée sur d'autres groupes, vous pouvez nous retrouver directement sur le groupe, sur la page Facebook droitcitoyen.info si vous souhaitez commenter en direct, parce que si vous êtes sur un groupe, on ne verra pas forcément vos commentaires. Ah oui, c'est vrai ça. Du coup, alors quoi qu'il en coûte, gna gna gna, hein, moi j'ai noté ça. Bon, quoi qu'il en coûte, il reprend les mots du président. Hein. Ouais, non, mais quoi qu'il en coûte, c'est très très bien. Donc, retour de l'ISF, déjà. Voilà, ça serait... Non, alors ça a été proposé cet après-midi par la France Insoumise à l'Assemblée comme amendement. Et tiens-toi bien, aux surprises, ça a été refusé. C'est étonnant. Moi, je pensais que tu allais me dire qu'ils avaient accepté. Non.
D'accord. Et non, mais parce Donc en que, fumage, en fait, encore une fois. Hein. ouais, c'est quand même, enfin, c'est quand même éclairant, quoi. C'est-à-dire que ça fait des mois, de toute façon, que ce pays se soulève parce que les services publics sont exsangues, et là, la crise le souligne encore plus. Mais bon, bah, finalement, il y a que des mots, et il y a rien qui vient, quoi. Il y a aucune action. Ah, mais ça viendra serait, pas. Hein. Ça serait tellement facile. Et alors, par contre, Bah là, ils ont encore plus de facilité pour rien faire. Parce que même s'ils peuvent gouverner par ordonnance, c'est pas pour autant qu'ils feront des choses. Vous allez voir, moi, il y a 2-3 petits trucs que j'ai notés sur le débat à l'Assemblée nationale, là, des révélations sympatoches. Bon, j'ai pas inventé, hein, c'est un député, hein, il suffit d'écouter. Hein. D'ailleurs, je vous conseille, si vous avez la motive, hein, c'est un peu longuet, mais il y a des choses intéressantes. Hein. Mais sur les mots, André, les mots, ils sont très clairs. Hein. La solidarité nationale pour les entreprises et les salariés. Je veux dire, et juste après, il nous parle du nouveau régime. Le nouveau régime, nouveau régime, tu es soit une entreprise, soit un salarié. Il n'y a pas de citoyen. C'est plus la démocratie, tu vois. Et on t'explique, on fait la pédagogie de la fin de la démocratie. Là, t'as entendu parler de citoyen, toi? Non. Soit t'es salarié, soit t'es entrepreneur. Voilà. C'est ça. Et moi, j'ai remarqué que c'est le mot entreprise qui vient avant le mot salarié, déjà. Évidemment. Ah, bah, Il évidemment. a dit Oui. tant pour les Ah, mais ça, Mais doit-on tant pour les s'inquiéter entreprises que pour les salariés. Alors que moi, j'aurais préféré qu'ils disent tant pour les salariés que les entreprises. Déjà, ça n'aurait pas été la même chose. Mais effectivement, le citoyen, il n'est pas là. Et puis, les gens qui sont pas salariés, ils sont pas non plus. Il y a aussi quand même tous les problèmes des intermittents. Ça pose quand même un gros souci, hein, ça aussi. Alors justement, fait, André, est-ce qu'on doit s'inquiéter ouais. du terme qu'il a employé de nouveau régime? Ben, le nouveau régime, moi, je comprends que c'est cet état d'urgence. Hein. C'est ça qu'il appelle. Je te trouve bien sereine, moi, franchement. Oui. Non, tu vois pas? Ah bah moi, ça me fait pas du tout rigoler. Hein. Non, mais moi, ça me fait pas rire. Mais le nouveau régime, pour moi, ce que je comprends, c'est que là, on est en état d'urgence. Donc, certes sanitaire, mais c'est quand même un état d'urgence. Donc, c'est pas le régime habituel. Non, mais il nous vole encore des mots. Il a dit quand même nouveau. Non, il nous vole encore des mots, en fait, André, si tu veux. Parce que c'est pas le même. Oui, mais c'est le vol des mots. Oui, non, mais moi, je trouve ça c'est le vol des mots. très inquiétant. C'est bien sûr très inquiétant. Ouais. Mais voilà, enfin, moi, je l'ai traduit comme ça, quoi. Le nouveau régime, voilà, parce que c'est état d'urgence. Ouais. Moi, je l'utilise, le mot régime, pour désigner ce truc qui n'est plus la démocratie. Pour pas dire dictature, parce que c'est pas une dictature comme on l'entend, comme on l'a dans notre imaginaire, etc. Je l'utilise depuis longtemps. J'ai vu que à la France Insoumise, ça a mis du temps à être utilisé, mais j'ai entendu que ça a été utilisé, le mot régime, récemment, pour désigner que ce truc-là, qui n'est plus la démocratie, qui s'attaque à la République. Je veux dire, parce que moi je suis pas très républicain, contrairement à Mélenchon, et c'est ce qui me distingue souvent de la France Insoumise, c'est que moi je suis plus attaché à la démocratie qu'à la République. Mais bon, là, on a tellement plus de démocratie qu'on finit par s'attacher un peu à la République, d'accord? Mais le 49.3, un samedi après un Conseil des ministres coronavirus, ça, je pense que ça a fait un petit électrochoc dans les têtes au national de l'AFI. Et ce mot-là, il vient d'être réutilisé dans un sens positif, hein, entre guillemets, tu vois. Donc, on vient tu peux plus inventer un mot pour désigner ces salopards, parce que je pense que ça en est à ce niveau-là, et ils te piquent le mot. Ils te piquent le mot et te le positif. Alors, dans leur monde, hein, si tu veux. Ah bah, tu vois, mais oui, c'est positif, tu vois bien, c'est nécessaire. C'est pour l'état d'urgence, île sanitaire, en plus, nouveau régime. Ouais, c'est bien un régime. Ouais, c'est cool. Bah non, c'est pas cool. C'est pas la démocratie. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais en fait, le régime, comment dire, en général, il est suivi d'un adjectif, régime. Régime démocratique, régime de banane. Tu vois, régime de banane aussi. On dit république bananière. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais moi, tu vois, je suis attachée quand même au terme républicain parce que justement, en tant qu'enseignante, je trouve que c'est quelque chose d'important. Moi, je me bats pour une école républicaine, c'est-à-dire une école qui donne à tous les élèves la même chose partout où qu'ils soient. Et justement, là, avec l'histoire du confinement, etc., on voit que on va perdre des élèves en route parce que on nous demande, nous enseignants, de tout faire par Internet, alors que moi, je travaille dans un collège qui est en éducation prioritaire, qui est pas très loin du studio de droit citoyen, et je sais très bien que j'ai des classes où il y a
pas beaucoup de familles qui ont des ordinateurs. Donc on nous demande de travailler, d'envoyer des trucs via Pronote, etc. Mais je sais qu'il y a des gamins qui vont pas les avoir. Et donc là, l'égalité républicaine, elle est pas respectée. Non, mais ça. Tu vois Il y avait quelques questions justement qui avaient été posées au ministre de l'Éducation nationale sur M6, pardon. J'ai pas vu ça. M6 Ouais, vas-y. justement pour savoir si le bac était éventuellement reconduit, reporté. Ah, j'ai entendu parler. c'est Ouais. vrai. Et apparemment, le ministre de l'Éducation nationale veut maintenir les dates. Ouais, et ben ouais, ça j'ai vu Ouais. Gabriel, je pense que tu le connais, il s'est un peu insurgé là, et je pense qu'ils ont prévu de vous niquer vos vacances. Ils considèrent que le confinement c'est des vacances et du coup on va décaler la saison scolaire. Ouais, j'ai entendu ça aussi. Mm. Et à ce moment-là, il faudra quand même qu'on nous paye parce que il faut quand même se souvenir que les enseignants sont payés 10 mois en fait. Hein. On est payé 10 mois sur 12. Ok. C'est quelque chose qui remonte à un décret des années 50. Même quand t'es En titulaire, fait, fonctionnaire, tout ça. Oui. Ah En bon fait, on est payé tout au long de l'année. Moi, j'ai un salaire en juillet, j'ai un salaire en août. C'est Mais annualisé. en fait, si tu veux, voilà, c'est annualisé parce que à l'origine, les vacances n'étaient pas payées. Et donc, elles le sont depuis, mais donc on a étalé, si tu veux, les 10 mois, on les a étalés sur 12. Donc là, si on nous demande de travailler, par exemple, tout le mois de juillet, ben, il va falloir qu'ils mettent, qu'ils rajoutent un petit peu de fric dans les comptes. Dans nos C'est comptes pas en gagné, banque. hein. Moi j'ai fait Non, le détail, mais on c'est y pas reviendra à la fin gagné. peut-être. Mais Hein. bien sûr, non, mais Il y a des grosses arnaques, hein. Que ce soit des arnaques, encore une fois, hein. Que ce soit des arnaques ou de l'incompétence, des trucs qui passent à travers. Moi je veux dire, ils ont assez fait preuve de bon, leur là, incompétence. ouais. Hein, donc, Ouais, non, mais là, si tu veux, déjà, bon, je sais pas, on va écouter la suite là, Ouais, avec le ouais, maire, ouais. mais l'ISF, ça serait facile, voilà, de reprendre l'ISF, et moi, j'ai pas du tout, enfin, ce que je crains, parce que j'ai déjà entendu ça, je crois, aujourd'hui, je sais plus quel est le gros PDG, si c'est Bernard Arnault, etc., qui a fait preuve d'une extrême générosité en expliquant qu'il allait financer, je sais pas quoi, si c'était des masques ou je sais pas. LVMH, ouais, je crois que c'est Bernard Arnault. Ouais, voilà, donc Ouais. voilà, on est encore dans cette forme de mécénat et la première solidarité, en fait, c'est l'impôt. Donc ces gens-là payent l'impôt Ah oui, et, oui, ça on le voit bien les plus caisses, loin. Ouais. les Ouais, ouais. caisses de l'État seront bien remplies et du coup, l'État pourra être solidaire de tous, ce qui est sa mission. Ben, on va le voir par la suite, ça. On va le voir par la Ouais. suite. Allez, on envoie Bruno Le Maire. Merci, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes publics. Permettrait de revenir un instant sur les mesures d'urgence économique qui ont été présentées par le Premier ministre, avant de vous dire un mot sur le cadre général du projet de loi de finances rectificative. Les mesures qui figurent dans ce plan d'urgence économique sont des mesures radicales, massives et efficaces. Ce sont des mesures qui visent à soutenir à la fois les salariés et les entreprises. S'agissant des salariés, vous savez que la mesure principale que nous avons proposée avec Muriel Pénicaud, c'est des mesures de chômage partiel qui vont faire du dispositif français l'un des dispositifs les plus généreux en Europe et l'un des plus protecteurs des compétences et des savoir-faire de nos salariés. Parce que nous estimons que ce qu'il faut protéger par-dessus tout pendant cette crise économique, ce sont les compétences et les savoir-faire des salariés. Nous avons donc décidé de déplafonner le chômage partiel pour un coût total de plus de 8 milliards d'euros sur les 2 mois à venir. Nous avons également fait en sorte que les entreprises, en particulier les plus petites d'entre elles, soient le mieux protégées dans cette crise. Nous avons donc proposé avec Gérald Darmanin le report des charges sociales et le report des charges fiscales pour les impôts directs. Et si jamais des annulations sont nécessaires à la sortie de cette crise, au cas par cas, nous regarderons si des annulations de ces charges sont nécessaires. Cela représente un effort en trésorerie de 35 milliards d'euros. Nous avons mis également en place, avec les régions, un fonds de solidarité pour les entreprises de moins de 1 million d'euros de chiffre d'affaires, que ce soit les micro-entrepreneurs, des très petites entreprises, des auto-entrepreneurs.
tous ceux qui ne pourraient pas bénéficier des autres mesures de soutien vont bénéficier de ce fonds de solidarité qui représente sur un mois 1 milliard d'euros, 2 milliards donc s'il doit se prolonger sur 2 mois, avec une participation des régions de 250 millions d'euros. Ce fonds de solidarité il aura 2 étages, un premier qui est un étage forfaitaire et automatique, avec une indemnisation de 1 500 euros pour toutes les entreprises qui rentreraient dans le champ de ce fonds de solidarité, c'est-à-dire soit les entreprises dont l'activité a été fermée, je pense aux bars, je pense aux restaurants, à toutes ces activités qui aujourd'hui ne peuvent plus fonctionner parce que pour des raisons de sécurité sanitaire, nous les avons arrêtées, soit qui auraient vu leur chiffre d'affaires réduire de 70% entre mars 2019 et mars 2020. Alors je sais parfaitement qu'il y a un certain nombre de petites entreprises qui sont inquiètes sur ces modalités de calcul. Nous ferons preuve évidemment de souplesse et de compréhension sur ces modalités de calcul. Et puis il y aura un deuxième étage qui est un traitement au cas par cas de toutes les entreprises qui seraient au bord de la faillite, toutes ces très petites entreprises avec moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. S'il y a besoin d'aller plus loin que cette indemnisation forfaitaire, il y aura un examen de chacun des dossiers, à la fois par l'État et par les régions qui sont concernées. Ce sera copiloté par l'État et par les régions pour voir s'il faut aller au-delà et apporter une aide de 5 000, 6 000, 7 000 euros à des entreprises qui seraient particulièrement menacées. L'ensemble de ces mesures, report de charges, fonds de solidarité, mesures de chômage partiel, représente un effort de 45 milliards d'euros. C'est la somme initiale que nous avons mise pour permettre à notre économie, à nos entreprises, à nos salariés de résister à ce choc économique qui est particulièrement violent pour notre économie. J'ajoute à cela 2 mesures particulières importantes. D'une part, les factures de loyer, de gaz, d'électricité. Là aussi, c'est pour les petites entreprises, je le précise, ce n'est pas pour les grandes entreprises, ça n'est pas non plus pour les particuliers ou pour les ménages, c'est vraiment pour les entreprises et pour les petites entreprises. Nous avons prévu le report, l'étalement de ces factures. S'agissant du gaz et de l'électricité, nous l'avons fait en liaison avec les entreprises concernées, avec Engie, avec EDF. Et s'agissant des loyers, nous avons commencé à travailler avec les opérateurs concernés. Je pense par exemple au Centre national des centres commerciaux qui gère 38 000 commerces. Ils ont accepté, et je remercie ce Conseil national d'avoir accepté de reporter les échéances de loyers pour 38 000 commerces. Nous allons évidemment travailler aussi avec les foncières et travailler avec les organismes de HLM, les organismes publics qui dépendent soit d'Action Logement, soit de la Caisse des dépôts et consignations pour obtenir un report de ces échéances de loyer pour les petites entreprises et les petits commerces. Je précise bien le champ d'application de cette mesure. Enfin, dernière mesure sur laquelle je voulais insister, parce qu'elle est absolument vitale pour la trésorerie de nos entreprises, c'est la décision qui a été prise par le Président de la République de débloquer une garantie d'État à hauteur de 300 milliards d'euros pour l'ensemble des nouveaux prêts, je dis bien les nouveaux prêts, qui seraient apportés par les banques et par le réseau bancaire. Ça veut dire que n'importe quelle PME, n'importe quelle entreprise, n'importe quelle grande entreprise aussi, parce qu'on voit bien que certaines grandes entreprises pourraient avoir des difficultés de financement dans les jours et dans les semaines à venir, peuvent demander un nouveau prêt au réseau bancaire, et ces nouveaux prêts sont garantis par l'État, donc il n'y a aucune raison que les banques le refusent à partir du moment où il y a cette garantie d'État à hauteur de 300 milliards d'euros. S'agissant du projet de loi de finances rectificative, Gérald Darmanin va vous présenter toutes les grandes lignes de ce projet de loi. Je voudrais juste insister sur la difficulté qu'il y a à faire un projet de loi de finances rectificative dans des circonstances économiques qui sont aussi instables. Cela suppose de mesurer à sa juste valeur le choc économique auquel notre économie et les économies de la zone euro sont confrontées et ensuite de faire des choix politiques clairs. Sur le choc, 3 observations. D'abord, c'est un choc sur l'économie réelle. Et c'est sans doute ce qui fait la différence par rapport à la crise de 2008. Vous avez des secteurs entiers de notre économie qui sont impactés tout de suite, violemment, et qui n'ont pas de possibilité de réagir, puisque c'est leur chiffre d'affaires qui baisse brutalement en raison de la crise sanitaire. Je pense évidemment au secteur du tourisme, au secteur de la restauration, des services, au secteur des transports, au secteur événementiel,
aux voyagistes, tous ces secteurs-là, aujourd'hui, n'ont tout simplement plus d'activité. Donc c'est bien un choc sur l'économie réelle et sur des dizaines de milliers d'entreprises, petites ou grandes, qui n'ont plus d'activité. Ensuite, c'est un choc violent. Et vous avez aujourd'hui, au-delà des petites entreprises, des commerçants, des indépendants, vous avez aussi des très grandes entreprises dans des secteurs industriels stratégiques pour notre pays, qui voient des pertes de chiffre d'affaires qui, pour les 2 ou 3 mois à venir, peuvent s'élever à 80 ou 90% de leur chiffre d'affaires. Bon, je propose qu'on zappe la fin de son intervention, ça commence à me gonfler, moi. Je sais pas ce que t'en penses, André, mais là c'est vraiment trop d'enfumage pour un seul coup, là. Hein, je dis juste avant que sur sa dernière mesure là à 300 milliards, on a diffusé la vidéo de Bernard Friot en entrée de ce live. Donc si vous nous rejoignez maintenant ou si vous n'avez pas vu la première vidéo, il explique en quoi cette mesure-là, garantir des prêts, déjà on peut On la faire remettra autrement. de toute manière à la fin pour clôturer l'émission. Super. Donc vous la verrez après. Et on la mettra sûrement en lien, etc. Donc là, Bernard Friot il explique en quoi cette mesure-là, c'est un approfondissement du néolibéralisme et c'est pas du tout le virage annoncé par notre bon président Petit Père des Peuples. Hein. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand même aussi leur... comment dire, ils sont d'une arrogance incroyable quand même. Parce que d'emblée, il nous dit que ce sont des mesures efficaces. Ah oui. C'est même pas à discuter, hein. C'est-à-dire, il vient là, voilà, il va nous annoncer tout un truc, et d'emblée, il le dit, c'est clair, c'est pas discutable, c'est efficace. Et donc, tu sais, j'ai réentendu les éléments de langage. On est obligé d'accepter ça. Oui, moi je suis très attentif aux éléments de langage. Tu as noté efficace. Il fallait noter aussi massive. Mais ça, je le sais parce que j'ai regardé l'Assemblée. Il y a à l'Assemblée un copain de l'AREM, Laurent de Saint-Martin, je crois, hein, qui, tu sais, en fait, ils étagent, tu vois. Plus t'es haut, t'es le président, tu dis les choses floues, gentilles, etc. Le premier sinistre, tu vois, il fait passer la pilule, mais bon, voilà, normalement, il affole un peu, mais il rentre pas dans le détail de comment ils vont nous enfler. Puis après, tu vois, ils font dans l'ordre, en fait, quoi. Et alors, lui, là, Laurent de Saint-Martin, il parle d'armes, parce qu'il réutilise guerre à l'Assemblée, hein. Guerre, c'est la guerre. Bon, et il parle d'armes de protection massive, les types. Ah ouais, d'accord. Des armes de protection massive. Ils sont fous. Ah ouais, ils sont fous, hein. Ouais, c'est assez hallucinant. Il est 22h06, vous écoutez Quartier Général spécial émission Coronavirus, l'épisode 3. Ce soir animé par Nicolas Farkas et André au téléphone. Merci en tout cas d'être avec nous, avec les moyens qu'on a. Mais on fait avec, hein, puisque nos équipes sont réduites. Et n'hésitez pas en tout cas à commenter en direct sur la vidéo. On lira vos commentaires avec grand plaisir. Et du coup, alors moi j'ai noté 2-3 trucs. C'est l'émission Coronavirus, l'épisode 3. Alors, attends. Projet de loi de finances massive. Alors oui, sur l'enfumage là, généreux. Non mais généreux, sans déconner quoi. Hein, c'est généreux. 8 milliards pour le chômage partiel, ces 8 milliards ils vont aller à qui? Aux entreprises. Qui c'est qui va faire la paperasse en plus, hein, pour avoir les sous sur le chômage partiel? Souvent c'est les plutôt grosses entreprises. Ensuite ils parlent de petites entreprises, mais finalement c'est pas les petites, parce que c'est toutes les entreprises, et puis c'est 35 milliards, et puis c'est 35 milliards de charges. Donc l'arnaque qu'on voit plus tard, on en parlera peut-être après, c'est que ces charges-là, c'est ce qui paye pour l'hôpital en fait. C'est les cotisations sociales, hein, c'est pas des charges, c'est des cotisations sociales. Nous on appelle pas ça des charges, voilà. Oui. Nous on appelle ça des cotisations sociales, voilà. Et pourquoi? Et puis, parce que comme ça on sait que ça paye l'hôpital. Quand c'est des charges, non, mais c'est des charges. Hein. Et au moment où il y en aurait le plus besoin. Et alors après, ça vient, tu vois, moi je dis ça depuis quelques jours. En fait, ils ont compris qu'il fallait qu'ils nous en donnent un peu, tu vois, et donc ils en donnent un peu. Hein, 1 milliard par mois pour les TPE. Voilà, les vraies petites entreprises, elles sont là. Avec 2 étages, hein, 1500 balles, je sais pas, les conditions, ils seront souples, ça veut dire que en fait, personne ne pourra les avoir, parce que en réalité... 1500 euros, c'est rien. Hein. Bah, et puis 750 millions, je sais pas si quelqu'un, comment on fait là, 750 millions divisé par 1500, ça fait pas beaucoup, hein.
hein, en Non, fait. ça fait pas Ça fait pas beaucoup de personnes indemnisées. Donc en fait, la souplesse, je pense que ça veut dire l'inverse, Non, hein, et comme puis d'habitude. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui pourront les toucher. Ouais, Mm. bien sûr. Puis c'est en contradiction avec ce qu'a dit le précédent, le premier sinistre, comme tu l'appelles, Mm. qui disait qu'il fallait protéger les Alors plus sinistre, hein, fragiles, etc. faut bien préciser Ouais. que sinistre, c'est de l'ironie, hein, c'est Ah oui, oui. Oui, hein. bien sûr, C'est pas bien sinistre. sûr. La France est sinistrée parce qu'il y a le Non, 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 coronavirus, hein, c'est bien le Non, non, non. cynisme. Ah, sinistre. Oui, c'est Ah ça. non, non, sinistre, Ouais. ils sont Sinistre. sinistres. Ouais. Ils sont sinistres, ils sont tristes, ils Sinistre. sont dangereux, ils sont bêtes, Ouais. ils sont sinistres. Ouais. Mm. Ouais. Donc, Édouard Philippe, donc, pour le nommer, il avait dit qu'il fallait protéger les plus fragiles. Et puis lui, le maire, il nous explique que les reports de factures d'électricité, de loyer, de gaz, etc., ça marche pas pour les particuliers. Ah bah non, non. Sérieux? Ah bah non, c'est Donc, que pour les entreprises. Bah, on fait comment nous? C'est que, Ah, c'est mais que tu te pour les démerdes. entreprises. Donc, voilà. Bah, attends, quand on est privé d'emploi, on fait comment? Ah ben ça, on s'en fout, tu n'existes pas. Tu as vu, en fait, les plus fragiles, c'est ceux qui ont quand même déjà un appartement, quoi. Hein, tu vois. Bon, ça va, Ouais, toi, c'est tu as un ça. appartement quand même. Hein. Ouais, d'accord, ok. Mais bon, moi j'avais l'intention de le quitter aussi. Ah bah fais gaffe, fais gaffe, tu sors des radars du gouvernement, là, tu n'existes plus. Ouais. Ok. Ouais, donc c'est quand même pas, c'est pas quand même réjouissant, hein, tout ça. Hein. Non, et alors après, moi, ce que j'ai noté cet après-midi, là, parce que j'ai quand même bossé un peu cet après-midi. Ouais, je vois, puis tu l'as pris par cœur parce que. Ah, il a pris pas mal de notes, hein, Non, ça, faut le dire. j'ai des notes, j'ai des notes. Le massif, je l'avais pas entendu. J'avais entendu radical, efficace, et c'est vrai que le massif, à la première écoute, j'avais pas capté. Et oui, mais parce que moi, je l'avais entendu avec armes de protection massive qui m'avait choqué Et cet oui, après-midi oui. et je Ah l'avais oui, noté, oui. ça. Je l'avais noté parce Et- que je... Et ça a choqué personne, bien entendu. Ah bah évidemment, enfin, après, tu sais, c'était le direct de l'Assemblée nationale, quoi, hein, donc... Par contre, c'est les premiers à aller ouais. critiquer certains élus, notamment M. Mélenchon, quand il évoque des mots comme prise d'otage ou autre chose. Ah bah oui, oui. Et puis quand c'est eux qui sortent des trucs, là je comprends pas. Là. Mm. C'est l'hôpital Bon. qui se fout de la gueule de la charité, comme on dit. Ah bah clairement, clairement, clairement. Mm. En tout cas, sur ce qu'on voit sur ces mesures, on en a eu le détail cet après-midi à l'Assemblée. Alors, prenez pas peur. Non. Ça dure 3h30, la vidéo de l'Assemblée. Vraiment, je vous conseille, vous pouvez regarder. C'est la première demi-heure, les premiers 3/4 d'heure. Vous pouvez zapper quand c'est pas le gouvernement. Il y a déjà des choses qui sont très intéressantes, en fait. Alors, il précise un petit peu. On a une intervention de Le Maire sur les cotisations sociales, en fait. C'est un report de charge qui va se transformer en annulation. Et ensuite, tu as Darmanin qui intervient. Et lui, il répète l'importance de la TVA. Donc, c'est pas ce qu'ils ont dit, hein, mais moi, de ce que j'ai compris, ça veut dire que, en fait, les coûts des charges sociales vont être transférés sur la TVA. C'est ça le plan à terme, en fait. Hein, parce que pour eux, c'est des charges, les cotisations, ça disparaît. Et alors, ils nous donnent royalement, je crois peut-être ils le disent après là, dans la vidéo, ils nous donnent royalement 2 milliards sur les hôpitaux, voilà, pour le matériel et les revalorisations. Alors on ne sait pas trop si ça va compter les revalorisations des salaires ou pas. Et puis ce qu'on comprend un petit peu plus loin dans le débat à l'Assemblée, c'est qu'en fait ces 2 milliards, ils vont pas être payés sur le budget de guerre, de je sais pas quoi, de machin, là. C'est qu'en fait ils vont être pris sur les comptes sociaux. Donc non seulement ils suppriment des charges, ils vont sûrement pas les compenser, ils vont remplacer ça par de la TVA, donc on arrête, tu vois, cotisation sociale, nous on tient aux cotisations sociales, eux ils suppriment les charges, donc c'est pas important. Hein. Mais ça, c'est déjà avant l'état d'urgence. Bien sûr, sanitaire, hein. mais ils accélèrent, la manœuvre. Oui. Non, mais parce qu'il faut peut-être aussi le rappeler, ça, hein, c'est-à-dire quand il y a eu la grande discussion de la réforme des retraites, il y a des parlementaires qui ont bien expliqué qu'il y a aussi un déficit de la Sécu parce que l'État ne renfloue pas Bien sûr. le manque perçu, enfin le manque de justement de ces reports de cotisations sociales. Et alors ça a Donc été là, signalé. en fait, ils accentuent encore le truc, quoi. Ouais. Et alors après il y a De Courson, Charles-Antoine De Courson, je crois. Alors lui il est pas de notre banc. Oui. Je t'avoue André que je suis un peu déçu par la France insoumise, même s'il y a des choses intéressantes, etc. Bon moi c'est pas, je suis pas je trouve un peu trop républicain vraiment derrière, on vote quand même, etc. Et t'as De Courson. Alors j'ai pas tout vu non plus, hein, donc ils ont peut-être fait des interventions plus virulentes, je sais pas, hein, j'ai pas eu le temps de tout voir. Mais t'as quand même De Courson qui lève un lièvre, mais énorme,
énorme. Et ça, je pense que c'est même pas de la manipulation, je pense que c'est vraiment de l'incompétence. Mais bon, encore une fois, on sait pas, on s'en fout, peu importe. Mais lui, il est malin. Il avait déjà levé des trucs. Alors, il est pas de gauche, lui, hein, il est de droite. Mais on se rend compte qu'en ces temps difficiles, les lignes bougent un peu. Il a levé le lièvre de 19 milliards à venir en moins sur la sécurité sociale. En fait, il fait le calcul des prévisions gouvernementales et il dit il va y avoir tant en moins. Vous avez compté qu'il y avait ça et ça. Et donc, en fait, la baisse prévue, c'était les discussions macroéconomiques, en fait. C'était les baisses prévues de l'économie en France. C'est-à-dire que si on est en décroissance, hein, eux ils disent croissance négative encore, ils sont bêtes, mais bon, décroissance, quoi, c'est-à-dire récession, en fait, hein, ils veulent pas dire les mots, mais c'est récession. Du coup, moins d'économie, moins de taxes, moins d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Et il a fait le calcul, c'est 19 milliards qui vont manquer dans les caisses de la sécurité sociale du fait de la récession. Ça. Et le gouvernement l'a pas prévu. Non seulement ils enlèvent des charges, tu vois, mais en plus, il ne prévoit pas ces 19 milliards qui vont manquer dans les caisses de la Sécu pour l'hôpital public, que la main sur le cœur, ils défendent. Il a posé la question dans l'Assemblée. J'ai regardé ce cycle-là d'amendements, en fait, parce que c'était des amendements. Si vous voulez revoir, c'est l'amendement numéro 20, je crois. Et il pose la question à l'amendement numéro 20. Il y a des réponses du gouvernement. Il y a des réponses de, comment il s'appelle, du SOPT, je crois. Qui raconte, je sais plus quoi, j'ai noté des trucs, oui, sur les comptes sociaux, du SOPT, c'est lui qui dit que les 2 milliards, c'est là où j'ai appris, oui, que les 2 milliards qu'on donne royalement à l'hôpital, ils seront pris sur les comptes sociaux, en fait. Mais par contre, ils répondent pas à sa question. Ils font comme s'il n'avait pas posé sa question. Alors, pareil, encore une fois, peut-être qu'ils répondent plus tard, hein, mais dans le cycle de l'amendement... Non, mais moi, ça m'étonne pas, là, ça m'étonne pas, parce que, comme je te disais tout à l'heure, déjà, avant l'état d'urgence, il était question, on avait bien repéré que la Sécu allait encore souffrir, le budget de la Sécu allait encore souffrir du fait que l'État ne voulait pas compenser le manque des cotisations sociales qu'ils ont offertes aux entreprises. Voilà. Et là, je crois quand même que y avait des amendements de la France Insoumise justement pour intégrer revenir sur l'ISF, etc. Oui, et bien alors ça sûr, j'ai noté, ça j'ai regardé. Il y a dépistage. Ça n'a pas été bien sûr retenu, quoi. France Insoumise, ils demandent le dépistage qui est demandé par l'OMS. En plus, hein, c'est les préconisations de l'OMS. Alors qu'en France, nous, on a abandonné le dépistage. Ils n'ont pas eu de réponse, évidemment, tu t'en doutes. Ça, j'arrive même plus à me relire. Voilà. Entreprise, licenciement. Oui, le licenciement aussi, voilà, ne pas sanctionner les entreprises qui licencient. Ah oui, c'est ça. Oui. Déjà, ils avaient demandé que les entreprises qui licencient n'aient pas d'aide, c'est ça. Ils avaient demandé que les entreprises qui licencient n'aient pas d'aide. Tu vois, c'est quand même un truc aussi qui date pas de maintenant, hein, parce que déjà sous Hollande, ça aurait pu être fait, puisqu'on avait un ministre socialiste, voilà, qui aurait très bien pu mettre une loi en discussion sur le fait de sanctionner, d'interdire les licenciements. Pour une entreprise qui fait du bénéfice, comme Sanofi par exemple, on interdit le licenciement. Et ça, voilà, on avait un président de gauche, on aurait pu penser qu'il aurait pu le faire. Ben non, parce que c'est le président qui nous a amené Macron quand même. Ouais, mais ils sont fous en fait. Je pense qu'ils sont plus incompétents que cyniques. Hein. Après, pour rendre justice à la France Insoumise, que j'aurais plus envie de critiquer, je t'avoue en fait. Hein, mais bon, ils demandent aussi au gaz pour les particuliers. Quand même, il y a des bonnes choses. Et ils rappellent, ça c'est important, ça quand même. C'est bien de l'avoir dit. Je crois que c'est Mélenchon qui l'a dit. La BCE fait encore du rachat de dette et c'est à mettre en lien encore une fois avec la vidéo. C'est différent. Mais la BCE ne donne pas d'argent en fait, ni aux États, ni aux particuliers. Aux États-Unis, ils vont donner entre 1000 et 2000 $ à chaque personne, directement. directement. Et ça marche. Ça marche. Et on rappelle ça, alors ça c'est bien eux qui l'ont fait, je crois. Et un peu plus tard, dans les réponses, tu as LDSMC, Laurent de Saint-Martin, là, le mec qui vient nous raconter les pires saloperies, en fait. Hein. Lui, c'est le plus bas dans la hiérarchie, donc c'est lui qui fait passer les trucs les pires, quoi. Et alors lui, entre deux trucs dégueulasses, il nous vend une soupe, mais d'une profonde débilité. Il nous explique que en fait, cette crise, c'est pas la même qu'en 2008, qu'elle est vachement moins grave parce qu'en fait, elle est due à un virus et que du coup, c'est pas pareil. Et il invente un nouveau concept, le type, je sais pas s'il a fait ça tout seul, le concept de crise pilotable. Les mecs, ils pensent qu'ils vont pouvoir piloter la crise. Je te jure, vrai. Ils l'ont dit à l'Assemblée nationale. En fait, ils sont vraiment débiles, en fait. Ils sont sur une autre planète. Ouais.
Enfin bref, je m'emporte là, parce que ça m'a vraiment choqué. Non, Ouais. non. Ouais. Et On alors, regarde la fin oui, ou vas-y, Ouais. André. Ouais. Non, non. Je suis Ok. impatiente de voir la suite. Allez, on regarde la fin. C'est plus très long, c'est plus très long. On a bientôt fini de souffrir. Vous imaginez la violence du choc sur les grandes entreprises industrielles qui peuvent être concernées. Enfin, c'est un choc mondial, puisque aucune économie majeure de la planète n'est épargnée. La Chine a été touchée, l'Europe est touchée aujourd'hui de plein fouet, la zone euro en particulier, et les États-Unis sont en train d'être touchés à leur tour. Donc l'ensemble de ces éléments font un choc économique violent, massif, de niveau mondial, qui nous a amené à réviser de manière sévère la croissance française à moins 1% en 2020, estimation dont je redis que c'est une estimation provisoire qui dépendra très largement de deux facteurs, la durée de l'épidémie et de son impact en France et dans la zone euro, et la manière dont l'épidémie va impacter un de nos partenaires économiques essentiels, qui sont les États-Unis. Enfin, face à cette réalité économique, il faut faire des choix. Nous avons fait, avec Gérald Darmanin, le Premier ministre, le Président de la République, un choix clair. Toute notre énergie est mise au soutien des salariés et des entreprises. Et nous assumons totalement ce choix politique, qui est de dire que nous allons faire bloc pour soutenir les salariés et nos entreprises, parce que c'est la meilleure manière de ne pas avoir des faillites en cascade. C'est la meilleure manière de protéger nos savoir-faire, nos compétences, nos qualifications, et c'est surtout la seule manière de rebondir économiquement une fois que la crise sanitaire sera derrière nous, je l'espère le plus tôt possible. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le ministre de l'économie et des finances vient d'évoquer un certain nombre de sujets qui concernent le projet de loi de finances rectificative. Je vais rentrer rapidement dans le détail. Le gouvernement s'engage donc en dehors des mesures réglementaires et des mesures effectivement de report des échéances des charges sociales et des impôts, de mettre en place effectivement un projet de loi qui sera débattu demain et après-demain à l'Assemblée et au Sénat, qui prévoit la garantie expliquée par M. le ministre de l'économie et des finances de 300 milliards d'euros pour soutenir nos entreprises, mais aussi l'ouverture de 6,3 milliards d'euros de crédits sur le budget de l'État, qui permettent notamment le chômage partiel évoqué, 5,5 milliards d'euros de crédits sur le budget État, c'est 8 milliards au total en comptant le financement de l'UNEDIC à hauteur d'un tiers pour permettre ces fameux 100% de chômage partiel, les 750 millions d'euros de crédits complétés par les 250 millions d'euros par les régions sur le fonds d'urgence qu'a évoqué le ministre de l'économie, dont il appartiendra à la Direction générale des finances publiques d'assurer la distribution. Et puis 2 milliards de dépenses de santé, une provision qui a été mise en place pour les achats de matériel d'urgence, c'est le cas notamment des masques et d'autres matériels dont ont besoin les professionnels de santé, mais aussi les indemnités journalières et la reconnaissance des engagements de nos soignants. Nous en discuterons dans les prochaines heures, prochains jours avec le ministre de la Santé et des Solidarités, notamment prévoir que chaque heure supplémentaire, évidemment, sera payée pour le personnel soignant de nos hôpitaux. Je voudrais revenir rapidement sur la découpe de ces 45 milliards, donc 35 milliards de trésorerie. Donc 35 milliards, ça a été dit, d'un compte d'impôt sur les sociétés de mars qui seront remboursés aux entreprises si elles le demandent. Des échéances sociales de mars et du début avril qui seront effectivement également reportées. L'activité partielle, ça a été dit, 8 milliards. La mesure santé, 2 milliards. La fonds d'indemnisation, 1 milliard. La garantie PPI pour la moitié d'1 milliard. Et le total de mesures budgétaires est donc bien de 45 milliards. Et je rajoute les 300 milliards de garantie de prêts bancaires des entreprises. Le projet de loi de finances rectificatif revoit évidemment à la baisse un certain nombre de nos ambitions qui, en temps de paix, étaient légitimes et qui sont changées en temps de guerre. L'ouverture de 6 milliards de crédits donc supplémentaires par rapport à la loi de finances que nous avons fait adopter voilà quelques semaines. Moins 10 milliards de recettes. Il y a beaucoup de questions pour savoir combien de recettes en moins. Nous prévoyons d'ores et déjà 10 milliards de dégradation des recettes fiscales liées principalement bien sûr à la conjoncture économique. Et nous sommes évidemment au rendez-vous du report qui a été évoqué, des cessions, notamment d'aéroports de Paris, pour 2 milliards d'euros. Ce qui fait un déficit public qui, au lieu d'être de moins 2,2%, sera présenté à moins 3,9% pour l'instant. Et nous avons donc une différence de 15 milliards d'euros par rapport à la loi de finances que le Parlement a votée à la fin du mois de décembre dernier. Merci
Monsieur le ministre, ce que je vous propose pour pas retenir Et voilà, c'est fini pour la pénibilité. Vous voyez que quand même, c'est bien ce que je vous dis. Hein. Je ne sais pas si c'est fait exprès, si c'est orchestré, mais c'est toujours le plus bas en hiérarchie qui annonce les saloperies. Hein. Alors, les 8 milliards pour le chômage partiel, en fait, là-dedans, il y a presque 2 milliards qui sont piqués sur le budget de l'UNEDIC. Oh les enculés 250 millions du budget de 1 milliard, ce qu'on veut bien concéder aux plus petits, quoi. Les 250 millions, c'est payé par les régions. Les 2 milliards de l'insanté, c'est des indemnités journalières. On va vous payer les heures sup. Bah ouais, tu m'étonnes, gros. Quand même, s'il te plaît, quoi. Et 35 milliards, et là, t'apprends que ils vont rembourser, et ça va être aux grandes entreprises, hein, ça va pas être les petits, hein, ils vont rembourser, sur simple demande, aux grosses entreprises, 35 milliards de cotisations d'avant. C'est pas celle à venir, hein, avant. Je veux dire. Et puis après, c'est la paix, c'est la guerre, enfin bon, ça, voilà. Puis les heures sup, ça fait rêver quand même, parce que les salariés des hôpitaux, ils ont des retards de paiement en heures sup déjà, qui sont énormes. Hein. Donc là, je sais pas. Et oui, ils ont des priorités. Hein. Les heures sup des flics, ils ont déjà des retards aussi. Hein. Alors les hôpitaux, je sais pas s'ils vont y arriver. Hein. Voilà, je pense qu'au niveau des heures sup, ça déjà, ça va pas être tenu. Déjà, c'est clair. Il y a plein de choses. Les masques, les masques, évidemment, à l'hôpital, ça paraît aberrant qu'aujourd'hui, on soit en manque de masques à l'hôpital. Mais c'est pas que à l'hôpital qu'il faudrait des masques. Tu vois, là, moi, j'ai un copain qui travaille dans la région toulousaine, qui est boueur, ils n'ont pas de masque. Tu vois, donc il y a quand même plein de professions. J'ai vu qu'il y avait des débuts de grève, ouais. J'ai vu que c'est toi qui l'avais posté ça d'ailleurs, je l'ai vu. Ouais, il y a plein de professions qui continuent. Il y a quand même des gens qui continuent à travailler et qui sont pas protégés, alors qu'on nous dit que le virus est très très nocif, très très contagieux, etc., etc. Donc, oui, ça. Il y a quand même des aberrations, des contradictions. Quoi. C'est pas clair. C'est pas le virus qui est dangereux. Ce qui est dangereux, ça on l'a bien décrypté dans les émissions présentes. Ce qui est dangereux, c'est qu'ils ont défoncé le système hospitalier et que le virus il est pas si dangereux. Ça, c'est ce qui est dangereux et ce qui va tuer des gens, c'est qu'on n'a pas de l'hydréa, c'est que... Non, mais ce que je souligne, c'est la contradiction du discours. C'est-à-dire, on te dit que c'est hyper dangereux, mais en même temps, on ne te met pas les oui, évidemment, ils font passer ça sur le dos du virus, parce que si c'est pas le virus qui est dangereux, ça veut dire que c'est eux qui sont dangereux en nous ayant slouté le système hospitalier. Ils ont pas le choix. Hein. Ouais, bien sûr. Après... Mais 2 milliards, c'est ridicule, André, hein. 2 milliards, c'est ridicule. Si ça compte les heures sup, il y a je sais pas combien de dizaines de milliers de personnels hospitaliers. 2 milliards, si tu comptes les masques, le gel, les respirateurs, le matériel médical, ça coûte une blinde. Donc 2 milliards, ils nous en fument. Sachant qu'en plus, c'est 2 milliards qui sont pris sur les comptes sociaux. Hein. Tu vois c'est une horreur. Puis on est de toute façon là dans le discours ultralibéral. On te parle encore de croissance. Même quand elle est négative, c'est de la croissance, ouais. Voilà, même quand elle est négative. Voilà, il faudrait vraiment que justement cette période permette de remettre tout à plat et de voir que notre système notre mode de vie déjà est pas compatible avec la préservation de la planète et tout ça. On arrête de parler de croissance. Moi, j'ai envie de décroissance, justement. Ni l'un ni l'autre. On s'en fout de la croissance. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on a besoin et qu'est-ce qu'on peut produire de manière écologiquement responsable. Oui. Mais bon, il y a quand même aussi des économistes qui réfléchissent plus avec le PIB, mais avec je sais plus comment ça s'appelle. Le PNB, mais ça reste de la comptabilité. Tu vois, tout comptabiliser, je suis pas fan, moi, non plus. Mais bon, ça, c'est un débat long. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, mais ça pourrait faire l'objet d'une... Ah bah oui. On a le temps, on est confiné. Oui, mais justement, moi j'espère que quand même, si tu veux, cette période de confinement va permettre à des gens de réfléchir, de lire et d'avoir une autre vision sur notre monde. Je pense que c'est vital, Andrea. Je pense que c'est vital parce qu'en fait, ce qui s'annonce, là, vu la crise pilotable, là, tu vois, hein, ils vont nous la piloter dans le mur. En fait, moi, je l'ai dit déjà, mais sur la crise de 2008, au niveau mondial, c'est 500 000 surmortalités dues au cancer, sans parler de la misère, du chômage, de tout le reste, en fait. Hein, 500 000 surmortalités. Donc, ce qui s'annonce là,
en termes de nombre de morts. C'est hallucinant par rapport au nombre de morts, même dans les pires scénarios qu'on a, qui vont être liés au coronavirus. Hein. C'est largement Sur la crise de 2008, et donc, au niveau mondial, c'est 500 000 surmortalités dues au... on a eu un petit écho. Mais oui, et donc du coup, moi, si on met pas à profit ce temps de confinement pour qu'il dégage après, en fait, on va se manger une récession monumentale pendant des années parce que moi je pense qu'ils sont plus incompétents que cyniques, hein, vraiment. Hein. Tu vois, les mecs, il n'y a rien qui rentre dans leur logiciel. Les mecs, ils croient que la crise, elle est pilotable, sans déconner. Et c'est pas possible. Oui, c'est ça, c'est ce qu'ils essaient de nous faire croire. Hein, mais... Non, ils y croient, ils y croient. Je crois qu'ils y croient. Hein. Je sais pas s'ils y croient. Ouais. Bon, enfin, de toute façon, ils ont un objectif, c'est de sauver leur peau, et puis c'est tout. Hein. Après, le reste, fout, hein. Et du coup, il faut qu'on mette à profit ce temps-là. Et il faut qu'on réfléchisse et qu'on construise des alternatives. C'est le cas de plus que Nicolas. ça. Je pense que Nicolas, il passe du temps à réfléchir. Ouais. J'essaye de m'arrêter un peu des fois, mais c'est pas tout le temps évident. En tout cas, c'est une très bonne analyse de cette intervention, justement, de nos ministres et des membres du gouvernement, justement. Du coup, qu'est-ce que tu nous ferais comme petite synthèse, Vincent là? Moi, c'est... Ouf. Je sais pas comment tu fais. Ah. Regarde, ouais, parce que franchement, ouais, c'est lourd. C'est lourd et puis on se sent vraiment à côté. Nous, en tant que citoyens lambda, on n'a vraiment pas l'impression d'être pris en compte en tant que citoyen. Ouais. Moi, je me sens vraiment pas... je sais pas. On a l'impression que c'est pas pour moi, tout ça. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui doivent penser exactement la même chose. Est-ce que c'était clair au moins ce qu'on a raconté? Oui, votre analyse, elle est parfaite, parce qu'au moins vous avez justement l'expérience par rapport à ça, que nous, on n'a pas, parce que moi, je ne suis pas dans le militantisme et dans le syndicalisme, et il y a des termes techniques que vous maîtrisez, il y a des verbes, il y a des mots qui sont utilisés, des adjectifs qui sont utilisés, que eux, ils utilisent, et que nous, on n'utilise pas au quotidien. Et, voilà, je veux dire. Et puis, il y a quand même deux mots que Darmanin a dit en temps de paix et de guerre. Et ils l'ont redit encore. Ah, mais ça, c'est le leitmotiv. Et ça, je comprends pas. Pourquoi on serait en temps de guerre contre un virus, qu'on mette en place des confinements Alors ça, c'est clairement parce que le général Macron a besoin de redorer son... C'est toute une stratégie communicationnelle, ça. Hein, tu vois. Il en est à un point de popularité. Moi, je suis pas très habitué de ce genre de discours. Hein. Je suis pas là-dedans, en tout cas. Je suis loin de tout ça. Bon, mais c'était utile, tu penses quand même. Oui, moi, je regrette une fois de plus l'année qui a passé, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de mouvements sociaux en France. Et là, on est content ça, on a l'impression que tout a été balayé. Je l'ai déjà dit hier, je l'ai redit avant-hier. Et on a vraiment l'impression qu'on a tourné des pages à toute vitesse. Et que là, il nous manque des jours, il nous manque des semaines, il nous manque des mois. On ne sait pas ce qui se passe, en fait. Là, en quelques jours, on s'est pris un grand coup trop vert. Je ne sais pas. Après, on peut pas, on n'est pas Nostradamus, on peut pas prédire l'avenir, mais moi je vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Là, c'est une toute petite victoire temporaire pour eux. Mais moi je vois pas de victoire pour eux. Hein. Alors là, pas du tout. Il y a quand même 93% d'adhésion, les codes de popularité remontent, etc. Ça, j'ai pas suivi. Alors le fait que les gens soient d'accord pour qu'il y ait du confinement, ça c'est normal, puisque c'est pour préserver, on l'a dit hier, justement. Et oui, mais par association. C'est des biais cognitifs du cerveau humain. Si tu adhères à une mesure, tu adhères par association au gouvernement. Non, mais moi j'y adhère pas du tout. Oui, mais parce que tu prends du temps pour déconstruire. On l'observe dans les remontées des codes de popularité. Ils étaient tombés à 30%, les mecs qui remontent. On le dit, on le redit, le confinement, c'est pas qu'on est pour ou qu'on est contre pour le confinement. Le confinement, il y a besoin d'y avoir un confinement pour préserver justement les hôpitaux, pour éviter qu'il y ait une surcharge des services des hôpitaux. Donc moi, je le fais par confiance acquise, puisque j'ai travaillé dans les hôpitaux, donc je sais ce que c'est. Mais que ce soit eux qui aient mis en place... je vois pas pourquoi on leur apportait du crédit. Heureusement qu'ils mettent en place ce genre de procédure, parce que les Italiens l'ont fait en premier et les Chinois l'ont fait. Donc eux, en fait, ils suivent. Hein. Non, mais ce qu'il y a de difficile là dans la période, c'est que comme on est tous confinés aussi, on peut pas sortir dans la rue pour exprimer notre colère. Non, c'est ça qui c'est ça aussi. Hein. Donc, et tu vois.
vois, c'était un petit peu aussi ce qui s'était passé après l'épisode de Charlie, hein, où on était dans l'état d'urgence, on pouvait pas manifester, enfin ça avait été compliqué. Et si je me souviens bien, Hollande avait vu aussi sa cote de popularité un petit peu augmenter. Il avait prôné l'union nationale, l'union sacrée, Oui, mais bon, ça avait etc. fait débat quand même, hein, parce que quand il s'est retrouvé à Pardon Versailles, ça fait débat. Quand il s'est retrouvé à Versailles pour parler justement de retirer la nationalité, oui, ça fait débat. Oui. Ah bah, Oui, 93% étaient pour la déchéance de nationalité. Oui, Oui, mais mais bon. si tu veux, finalement, il avait trouvé quand même un Oui, mais ça lui a compromis. totalement desservi à ce moment-là. Ah bah, au Ah final, bah oui. ouais, bon. Voilà, mais là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, comme il n'y a plus de vie sociale, on a l'impression que les gens vont accepter tout ça, alors Non, qu'en fait, ça sera moi, pas le cas, hein. je suis pas sûre que les gens acceptent, hein. Moi, je vois il faut je surtout continue ne pas à accepter les discours qu'il y a sur Internet. On a vu des gens qui se permettent de dire tout et n'importe quoi. Il faut prendre du recul justement et écouter Droit Citoyen, nous regarder parce qu'on fait quand même une analyse quand même assez complète sur ce qui se passe. Oui, mais c'est ce que j'allais te dire, c'est Oui. que justement, comme on est tous confinés et qu'on n'a pas ces moments où on peut se retrouver au travail avec les collègues pour discuter quand c'est possible, hein, parce que parfois même en temps normal, c'est difficile d'avoir un discours politique sur des lieux de travail. Le fait que tu puisses faire cette émission, c'est vachement chouette parce que justement, ça permet, en plus on peut la réécouter, ça permet d'avoir une analyse, voilà, un décryptage qui est ce qu'il est. Hein. Moi, je prétends pas du tout détenir la vérité. Donc, je sais. Et en plus, voilà, je trouve que je me suis prêtée au jeu. Enfin, moi, j'avais pas du tout écouté toutes les interventions, donc j'ai donné mes commentaires comme ça à l'improviste, quoi. Hein. Ah, mais En fait, c'est tu vois, super, sans avoir André. rien préparé. C'est super. Mais je trouve que c'est intéressant parce que effectivement, ça permet de discuter, ça permet que les gens puissent le voir après et ça coupe l'isolement. Ah, ben, Voilà, parce que ouais. dans l'isolement, Mais on parle beaucoup l'isolement de l'effet dont Vincent parlait. psychologique sur les gens. Eh ben, je crois que c'est pas mal. Oui. Elle vient de te remercier, André. Oui, Je sais pas si tu as entendu. Oui, si, t'entends. Ah, moi, j'ai le cas sur les oreilles. J'ai entendu, mais comme je disais aujourd'hui, service minimum. Donc, Ah, ouais, je ouais, remercie, c'est du ouais, boulot, il court dans ouais, tous les ouais. sens. Hein. Moi, je Bien, le vois tu faire. vois, Ouais. Et en fait, on avait une coupure de son puisqu'on a une coupure de caméra. C'est vraiment la fin oui. de la fin. Bon, voilà. Ouais, ok. Merci, André. Ben, merci beaucoup. Hein. C'est nous. Merci à toi. Et très bonne Merci. soirée. À très bientôt sur l'antenne de Droit Citoyen. De toute manière, tu as l'habitude, tu es la bienvenue. Merci Vincent. Avec merci plaisir. À toi, merci Nicolas. À bientôt. À Merci, bientôt. Andrea. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Vous êtes toujours, bien entendu, sur Droit Citoyen, le média libre et citoyen. Merci en tout cas, Nicolas, pour cette nouvelle émission. Donc, on est vraiment désolé. Comme on l'indique, on est en service restreint. Donc, on a des difficultés techniques puisqu'on est vraiment tous les deux.
Et moi, je dois courir. Et voilà. tu es tout seul, hein, la technique, je tu fais tout. Moi, je parle. Voilà, hein. c'est C'est ça. toi qui fais tout le job. Heureusement hein. que tu meubles. Ouais. En tout cas, Ouais. merci à vous tous. Merci à Nicolas d'être venu Merci à encore toi. une nouvelle fois de plus pour faire cette analyse. Cette émission Quartier Général se termine. Il est 22h38. Merci à tous et à tous de nous avoir suivis en direct sur Facebook Live et sur la Voix Radio. Et de toute manière, cette vidéo sera disponible juste après sur Facebook. Vous pouvez bien entendu revoir et partager bien entendu et laisser vos commentaires. Merci à tout le monde et merci à Jérémy. On n'a pas eu le temps de lire tes messages, mais en tout cas, merci de nous avoir signé pour la panne. Très bonne soirée à tous et à toutes et à très bientôt. Droit citoyen, c'est de l'information libre et citoyenne, en vous sollicitant pour recueillir votre ressenti sur une actualité qui vous ressemble. Retrouvez toutes nos actus sur notre page Facebook droitcitoyen.info ou sur www.droitcitoyen.fr.